Le 6 juin 1944, les plages de Normandie, France. L'aube se levait à peine sur Omaha Beach, un chaos de vagues grises et de fumée âcre qui s'élevait des bunkers allemands criblés de balles. Le sergent Pierre Laurent, un Français de 28 ans, incorporé dans la 2e division d'infanterie américaine, après avoir fui l'occupation, rampait dans le sable trempé, son M1 Garand serré contre la poitrine. Le vent salé fouettait son visage barbouillé de boue, et le grondement incessant des canons navals du USS Texas faisait vibrer le sol comme un cœur affolé. À ses côtés, le caporal américain Jack Harlan haletait, les yeux rivés sur l'horizon où des silhouettes ennemies se découpaient contre le ciel plombé. « Avance, Pierre! Les Fritz nous attendent pas pour le petit-déj !» murmura Jack. Sa voix rauque, couverte par le crépitement des mitrailleuses MG-42 qui fauchaient les vagues d'assaut. Pierre hocha la tête, le cœur battant la chamade. Il n'était pas un héros de roman, juste un gars de Lyon qui avait vu sa famille emportée par les rafles de la Gestapo. Rejoindre les Alliés à Alger en 1943, c'était sa revanche, mais ici, sur cette plage infernale, la vengeance avait un goût de sel et de sang. Ils étaient une poignée du 116e régiment d'infanterie, coincés derrière un hérisson tchèque tordu par les obus, tandis que les corps de leurs camarades flottaient comme des bouchons dans l'écume. Soudain, un sifflement perçant déchira l'air. Pierre se plaqua au sol juste à temps pour voir un éclat d'obus labourer le sable à 1 mètre. La terre vola, et Jack jura en anglais, tirant une rafale vers un nid de mitrailleuses perché sur la falaise. « Couvre-moi, je vais contourner par la gauche !» lança Pierre, sa voix ferme malgré la peur qui lui nouait les tripes. Il rampa, les genoux écorchés par les galets, sentant l'odeur âcre de la poudre et du métal chauffé. Les Allemands, de la 350e division d'infanterie, tenaient la ligne avec une précision mortelle. Leurs officiers, des vétérans du front Est, hurlaient des ordres en allemand guttural, leurs silhouettes casquées visibles à travers la brume. Pierre atteignit un creux protégé par un cadavre d'Allemand, son uniforme feldgrau taché de rouge. Il fouilla rapidement la poche de l'homme, une grenade à anse, une carte froissée marquant les positions. Son pouls s'accéléra. La carte révélait un point faible, un ravin étroit menant aux arrières des bunkers WN 62 et WN 63, où 3 pelotons ennemis, soit une centaine d'hommes armés de MP-40 et de Panzerfaust, bloquaient l'avancée du secteur Easy Red. Si les Alliés ne passaient pas là, toute la plage resterait un piège mortel. Pierre releva la tête, vit Jack faire signe depuis le hérisson. 5 minutes avant que les renforts allemands ne referment la tenaille. C'était alors que l'idée germa, folle et désespérée, née de ces 10 secondes où le monde sembla suspendu. Pierre n'était pas un stratège. Il avait appris la mécanique dans un garage avant la guerre, bidouillant des moteurs de Renault. Mais il se rappelait une ruse, apprise d'un vieux résistant à Lyon. Un truc simple, presque enfantin pour tromper l'œil sous pression. Il attrapa la grenade allemande, la secoua pour vérifier qu'elle était armée et arracha la goupille avec les dents, le métal froid contre sa langue. Le tic-tac de la mèche, 5 secondes de retard, typique des Steel-Hand-Granate, résonna dans sa tête comme un compte à rebours. Il se redressa légèrement, visa le ravin. Les Allemands, alertés par un mouvement, braquèrent leurs fusils Mauser Kar 88. « Feu !» cria un sous-officier, et les balles sifflèrent. Pierre lança la grenade non pas vers eux, mais en arc de cercle, pour qu'elle atterrisse pile au milieu du passage étroit, où elle exploserait en un nuage de fumée et de débris. Mais le vrai génie était dans le timing. Il avait compté mentalement. 1, 2, 3, et hurla en allemand approximatif, appris dans les cachots de la Gestapo. « Achtung, Granate, Rückzug, attention, grenade, retraite !» Les mots portèrent, amplifiés par l'écho du ravin. Le sous-officier, un lieutenant prussien nommé Klaus Weber, pivota, les yeux écarquillés. Pour lui, dans ces 10 secondes critiques, la voix semblait venir de l'un des leurs, un éclaireur paniqué peut-être.
La grenade explosa avec un craquement sourd, projetant une fumée épaisse qui enveloppa le secteur. Les pelotons, le premier composé de 35 hommes de la 9e compagnie, le deuxième de la 10e avec leur MG-42 montés sur trépied, et le troisième en réserve avec des half-track ST KFZ. 251 se figèrent. Ordres contradictoires fusèrent. Zurück, es ist eine Falle. En arrière, c'est un piège. Des silhouettes coururent en tous sens, trébuchant dans la confusion, leurs bottes claquant sur les rochers. Pierre, tapi dans son creux, retint son souffle. Imaginez-vous là, le cœur cognant, sentant la sueur couler sous votre casque, tandis que l'ennemi, si proche, se retourne contre lui-même. Jack, profitant du chaos, rampa jusqu'à lui. « Qu'est-ce que tu as fait, bon sang ?» Ils fuyaient comme des lapins. Pierre ne répondit pas, les yeux fixés sur les Allemands qui battaient en retraite vers leurs lignes arrières, abandonnant temporairement le ravin. 3 pelotons entiers, dupés par une grenade volée et une phrase criée dans le vent. Mais le répit fut bref. Au loin, un officier supérieur allemand, le Hauptmann Erich Müller, radio en main, contacta son QG. Feindliche Durchbruch im Ravin, sofort Verstärkung. Pénétration ennemie dans le ravin. Renforts immédiats. Les half-tracks vrombirent, et Pierre sut que son truc de 10 secondes n'avait gagné que du temps. Jack tapa son épaule. « Allez, on y va avant qu'ils reviennent !» Ils chargèrent, franchissant le ravin enfumé, mais au fond de Pierre, une ombre planait. Qui croirait à une telle ruse? Un simple soldat français faisant plier une centaine d'Allemands avec un mensonge hurlé. Si vous aimez ces histoires de ruse et de courage, abonnez-vous au canal pour ne rien manquer. Pourtant, alors que les premiers renforts alliés des Rangers du 5e bataillon émergèrent des dunes, Pierre aperçut une patrouille allemande se reformer au loin, leurs fusils luisant sous le soleil levant. Le piège n'était pas refermé, mais la partie ne faisait que commencer. Pierre et Jack s'enfoncèrent dans les dunes herbeuses de la plage d'Omaha, le sable collant à leurs bottes comme une gangue humide. Le soleil, maintenant plus haut, perçait les nuages bas, jetant une lumière crue sur les carcasses de véhicules amphibies LCVP échoués, leurs coques criblées d'impact. Les Rangers du 5e bataillon, ces durs à cuire entraînés pour les falaises d'Omaha, avançaient en formation dispersée, leur Thompson submachine gun prête. Le lieutenant-colonel James Ruder, leur chef légendaire, avait déjà escaladé le secteur Dog Green plus au ouest, mais ici, sur Easy Red, c'était encore un bain de sang. Pierre sentait l'adrénaline pulser dans ses veines, masquant la douleur d'une entaille au bras causée par un éclat lors de l'explosion de la grenade. « Restez bas, les gars! Les Boches se regroupent !» grogna Jack en anglais, traduisant instinctivement pour Pierre. Ce dernier, le souffle court, scrutait l'horizon. La patrouille allemande qu'il avait repérée, une dizaine d'hommes de la 9e compagnie, armés de Kar 98 et d'une MG-34 portable, se déplaçaient avec une discipline rodée, leurs casques Stahlhelm luisant comme des couvercles de cercueil. Le ravin qu'ils avaient traversé était maintenant derrière eux, un couloir de mort enfumé, mais les Allemands, sous les ordres du lieutenant Klaus Weber, n'allaient pas lâcher prise si facilement. Weber, un Prussien de 32 ans marqué par Stalingrad, avait perdu 10 hommes dans la confusion de la grenade, et sa rage bouillonnait. Il contacta par radio son peloton. « Sichern Sie die Flanke. Der Feind ist durchgebrochen. » Sécurisez le flanc, l'ennemi a percé. Pierre et Jack rejoignirent un petit groupe de soldats du 116e régiment, tapis derrière un mur de sacs de sable improvisé près du WN-63, un bunker bétonné qui crachait encore des rafales sporadiques. Le caporal Harlan tapa l'épaule d'un sergent américain, un Texan trapu nommé Riley. « On a ouvert une brèche, sergent. Le Français ici a fait un truc de fou avec une grenade volée. » Riley, les yeux plissés sous son casque M1, jeta un regard sceptique à Pierre. « Un truc. Parle, gamin. On a besoin de tout ce qu'on peut. » Pierre, essuyant la sueur de son front, raconta brièvement la carte trouvée, le cri en allemand, les 10 secondes où le chaos avait pris le dessus. Riley ricana. « T'as dupé 3 pelotons avec un hurlement. T'es un menteur ou un génie, Laurent. Mais si ça marche, recommence. »
Le groupe se mit en mouvement, rampant vers les hauteurs pour flanquer le bunker. Imaginez-vous là, rampant dans l'herbe salée, le cœur martelant comme un tambour de guerre, chaque craquement de brindille semblant alerter l'ennemi. Pierre menait, son M1 à l'épaule, sentant le poids de la responsabilité. La ruse initiale avait gagné du temps, mais maintenant les Allemands se réorganisaient. Du 2e peloton, la 10e compagnie, des Halftrack SDKFZ 251 grondaient au loin, transportant des renforts avec leurs mitrailleuses montées. Le Hauptmann Erich Müller, depuis son poste de commandement dans un camion Opel Blitz camouflé, coordonnait Zweiter und dritter Zug, vorwärts, kein Rückzug, 2e et 3e peloton, en avant, pas de retraite. Il ne croyait pas encore à une ruse. Pour lui, c'était une contre-attaque alliée massive, et il appelait des mortiers Nebelwerfer pour saturer le ravin. Soudain, un sifflement annonça l'enfer. Des obus de 81 mm plurent, labourant la dune où Pierre se trouvait. Il roula sur le côté, la terre explosant à ses pieds, projetant des mottes humides sur son uniforme kaki. Jack hurla « Mortier, à couvert !» Un ranger fut touché, son cri perçant le vacarme comme un couteau. Pierre, les oreilles bourdonnantes, vit l'opportunité. Les Allemands, pensant avoir repoussé l'assaut, avançaient avec prudence, leurs silhouettes se découpant contre les falaises calcaires. Weber menait le charge, flanqué de 2 sous-officiers, leur MP40 ballottant. Pierre fouilla sa poche. Il avait gardé la carte allemande, et un éclat de génie le frappa à nouveau. La ruse n'était pas finie. Elle pouvait s'étendre, comme une toile d'araignée tissée dans le chaos. Il fit signe à Riley et aux autres, 5 hommes, armés de fusils et de grenades, MK2. On refait le coup, mais plus gros. Je crie en allemand, vous tirez pour couvrir. Riley hésita une seconde, puis hocha la tête. Ils rampèrent jusqu'à un promontoire herbeux, dominant un sentier étroit où le 2e peloton s'engageait. Pierre compta mentalement. 1, 2. Il se redressa à demi, visa un half-track avec son M1 et tira une rafale précise, touchant le conducteur. Le véhicule dérapa, bloquant le sentier dans un crissement de chenilles. Puis, d'une voix amplifiée par l'écho des falaises, il hurla à nouveau « Panzerfaust, Amerikaner Panzers am Anmarsch, zurückziehen !» Panzerfaust, Panzer américain en approche, retraite. Les mots, prononcés avec un accent approximatif mais convaincant, semèrent le doute. Weber, à la tête de son peloton, pivota, entendant ce qu'il crut être un appel de ses propres éclaireurs. Les Nebelwerfer mal ajustés continuaient de pleuvoir sur le ravin vide, gaspillant leurs munitions. Le 3e peloton en réserve avec des canons anti-chars, PAC 40, reçut le message radio déformé par la panique. Un faux rapport d'un opérateur affolé relayant l'alerte. Feindlich Panzer, sofort umkehren. Panzer ennemi, retournez immédiatement. Les Halftrack firent demi-tour dans un nuage de poussière, leurs moteurs rugissant en sens inverse. Les hommes coururent, trébuchant sur les rochers, abandonnant caisses de munitions et même un mortier léger. 35 du 2e peloton, 25 du 3e, une centaine au total, battaient en retraite vers les arrières, laissant le sentier ouvert. Pierre retomba à plat ventre, le souffle coupé. Jack lui tapa le dos. « Nom de Dieu, t'as refait le coup. Ils filent comme des rats. » Riley, émerveillé malgré lui, radio le QG du régiment. Ici, Easy Red, brèche élargie, crédit au Français Laurent. Mais au loin, Müller, furieux, comprit la supercherie trop tard. Ses officiers murmuraient « Un trick, un einzelner Soldat, un truc, un seul soldat ?» Il ordonna une contre-attaque, mobilisant un peloton de grenadiers d'élite, avec des lance-roquettes Panzerschreck. Les Rangers affluaient maintenant, leurs fusils garants crachant le feu, transformant le sentier en un corridor de balles. Pourtant, alors que Pierre rechargeait son arme, un éclat de rire nerveux lui échappa. Personne ne croirait ça. Un mécano lyonnais, avec 2 cris et un tir chanceux, forçant 3 pelotons à la fuite. Mais le danger persistait. Les Panzerschreck sifflaient déjà et une ombre plus grande planait. Les renforts de la 352e division, prêts à refermer l'étau.
Jack le secoua. « Bouge-toi, Pierre !» Ils reviennent, et cette fois, ils sauront que c'est du bluff. Le soleil montait, et la bataille pour Omaha n'était qu'à ses débuts furieux. Pierre et Jack sprintèrent à travers les dunes, leurs bottes s'enfonçant dans le sable meuble qui aspirait comme une boue vivante. Le soleil de midi cognait maintenant sans pitié, transformant l'air en un fournaise salé où l'odeur de la poudre se mêlait à celle du sang frais et de l'iode marin. Les Rangers du 5e bataillon, une vingtaine d'hommes endurcis au visage noirci de suie, couvraient leur avance, leurs fusils M1 Garand crachant des rafales précises vers les falaises. Mais les Allemands, menés par le Hauptmann Erich Müller, ne lâchaient pas. Les grenadiers d'élite de la 350e division, armés de leurs Panzerschreck, ces tubes anti-chars de 80 mm qui sifflaient comme des vipères enragées, émergeaient des buissons épineux, leurs uniformes feldgros couverts de terre ocre. « À terre, Panzer! Non, attends! C'est du bluff !» hurla Jack en plongeant derrière un rocher éboulé, tirant Pierre par le col. Une roquette fusa, manquant de peu le groupe de Riley, et explosa contre un LCVP abandonné dans un jaillissement de flammes et de métal tordu. Le sergent Riley, le visage crispé, radio son peloton. Icy King Company, 116e, antichar ennemi à 200 mètres, secteur Easy Red, demandez appui naval. Pierre, le cœur tambourinant, releva la tête juste assez pour voir les assaillants. Une quinzaine d'hommes du 3e peloton, flanqués de 2 Half-Track SDKFC 251 qui vrombissaient, leurs mitrailleuses MG42 montées sur pivot balayant l'air d'éclats traçants. Müller, depuis son Opel Blitz posté plus haut sur la colline, observait à travers des jumelles Zeiss, sa moustache raide frémissant de fureur. Der Franzose, c'est lui qui a crié les ordres faux. Arrêtez le vivant. Imaginez-vous là, plaqué contre la roche froide, sentant les vibrations des explosions remonter dans vos os, tandis que les cris en allemand guttural perçant le chaos comme des lames. Pierre n'était pas un soldat de métier. Ses mains, habituées aux outils de mécanicien, tremblaient légèrement sur la crosse de son M1. La ruse des 10 secondes avait marché 2 fois, semant la panique chez Weber et ses hommes, mais Müller était différent. Un tacticien aguerri, survivant de la Blitzkrieg en Pologne, qui flairait le piège comme un chien de chasse. Ses ordres radio crépitaient dans les casques ennemis. « Erster Zug, flankieren, Zweiter, feu sur le ravin !» Les Half-Track avancèrent, leurs chenilles broyant les herbes sèches, forçant les alliés à se disperser. Riley fit signe à Pierre et Jack. On les attire dans le piège. Laurent, ton tour de magie. Les Rangers couvrent le flanc gauche. Pierre hocha la tête, la gorge sèche. Il rampa vers un creux plus exposé, près d'un cratère d'obus encore fumant, où gisait un soldat allemand, son casque fendu, révélant une plaie béante. Fouillant le corps, il trouva un talkie-walkie portable, un FG-42. Un fusil d'assaut rare pour les Fallschirmjäger, mais ici réquisitionné par l'infanterie. L'appareil était allumé, le canal ouvert sur la fréquence du bataillon ennemi. Une idée folle jaillit, prolonger le bluff, non plus avec des cris, mais avec une voix fantôme. Il avait entendu parler de ça dans les réseaux de résistance, intercepter les communications, semer le doute de l'intérieur. Les Panzerschreck sifflèrent à nouveau. Une roquette pulvérisant un buisson à 10 mètres, projetant des éclats qui entaillèrent la joue de Jack. « Merde, Pierre, fais quelque chose !» grogna l'Américain bandant sa blessure avec un bout de tissu déchiré. Pierre activa le FG-42, vérifiant la batterie du talkie. Faible, mais suffisante pour un message court. Il compta mentalement. 1, 2, 3. Et pressa le bouton, imitant l'accent prussien qu'il avait perfectionné dans les geôles de Lyon. Hauptmann Müller, ici éclaireur Weber. Les Américains ont des Sherman en embuscade au ravin. Panzerfaust insuffisant. Retirez les pelotons, c'est un ordre du QG. La voix, étouffée par les interférences et le bruit ambiant, porta jusqu'aux oreilles de Müller. Dans son camion, l'officier se figea, le combiné collé à l'oreille. Weber, son lieutenant était censé être en première ligne, mais le ton paniqué collait.
et les rumeurs d'une contre-attaque alliée avec des chars M4 Sherman circulaient déjà via les patrouilles côtières. Verdammt. Confirmé, Weber, répondit Müller. Mais Pierre coupa la transmission, jetant l'appareil dans le cratère pour le noyer. 5 secondes de plus et le doute s'insinua. Müller hésita, ses doigts crispés sur la carte d'état-major. Züge, halten, warten auf Bestätigung. Peloton, halte, attendez confirmation. Les half-tracks freinèrent dans un nuage de poussière, leurs équipages sortant la tête, fusils prêts mais figés. Du côté allié, Riley profita de l'instant. Feu! Les Rangers déchargèrent une salve coordonnée, les balles. 30-06 des Garants fauchant 3 grenadiers au premier rang. Pierre visa un Panzerschreck, son M1 tonnant, et l'homme s'effondra, le tube roulant dans la poussière. Jack, malgré sa blessure, lança une grenade MK2 qui explosa près d'un half-track, immobilisant le véhicule dans un jaillissement de flammes. Les Allemands, pris entre l'ordre de halte et les tirs alliés, se dispersèrent en jurant « Vera, c'est une trahison !» cria un sous-officier, tirant au hasard avec sa MP40. Weber, regroupant ses rescapés du premier peloton, battit en retraite vers les bunkers WN-63, abandonnant armes et munitions dans la panique. Pierre se releva, le souffle rauque, sentant le sang couler de son entaille au bras, mélangeant rouge et sable. Les Rangers avancèrent, sécurisant le sentier tandis que les canons du USS Texas, au large, tonnaient à nouveau, arrosant les positions ennemies d'obus de 14 pouces qui faisaient trembler la terre comme un séisme. Müller, furieux, comprit le tour trop tard. Un seul soldat, un Français, avait infiltré leurs ondes avec un mensonge radio. C'est impossible. Un saboteur isolé, murmura-t-il à son adjoint, ordonnant une vérification des fréquences. Mais le mal était fait. Ces 3 pelotons, déjà ébranlés par les ruses précédentes, perdaient de cohésion, leurs hommes murmurant de superstition. Un fantôme allié, peut-être, entend les dunes. Pourtant, alors que Pierre rejoignait le groupe de Riley, un nouveau grondement se fit entendre. Des Stuka-Ju 87, silhouettes noires contre le ciel, piquaient vers la plage, leurs sirènes hurlantes annonçant une frappe aérienne. Les renforts de la Luftwaffe, rares ce jour-là mais mortels, visaient le secteur Easy Red. Jack attrapa le bras de Pierre. « Ton truc a marché, mais regarde ça. Ils envoient de l'aviation. On est cuit si on reste exposé. » Pierre leva les yeux, le cœur se serrant. La ruse avait ouvert la brèche, mais la guerre ne pardonnait pas les pauses. Les bombes pleuvaient déjà, et au loin, Müller préparait une contre-offensive personnelle, jurant de capturer le trompeur français vivant. Le chaos d'Omaha s'intensifiait, et Pierre savait que ces 10 secondes de génie pourraient bien être ses dernières si la chance tournait. Les sirènes des Stuka-Ju 87 hurlaient comme des banshees descendus des enfers. Un cri strident qui glaçait le sang et faisait vibrer l'air salin au-dessus des dunes d'Omaha Beach. Pierre Laurent se plaqua au sol, le visage enfoui dans le sable humide, sentant les grains s'infiltrer dans sa bouche ouverte sur un juron étouffé. Le soleil de midi, impitoyable, transformait le paysage en un tableau de feu et de fumée. Les obus des canons navals alliés traçaient des arcs paresseux dans le ciel, tandis que les avions allemands, ces vautours d'acier avec leurs ailes en forme de croix noire, pillaient en rase-motte, larguant leurs bombes SC-250 qui explosaient en geysers de terre et de métal. Un ranger à proximité, un jeune de Brooklyn nommé Eddie, hurla quand une gerbe d'éclats lui lacéra la jambe. « Merde! Ils nous mitraillent! À couvert !» Jack Harlan, la joue encore ensanglantée de son entaille, rampa jusqu'à Pierre, son casque M1 cabossé pendant sur son front. « Ton bluff radio a énervé les Boches, Pierre. Regarde-les plonger, c'est pour nous. » Pierre releva la tête une fraction de seconde, les yeux plissés contre le vent chargé de poussière. Les Ju 87, pilotés par des as de la Luftwaffe du JG-2, semaient la mort avec une précision diabolique. Leurs mitrailleuses de 7,92 mm crépitaient, fauchant les silhouettes kaki dispersées sur la plage. Au loin, le Hauptmann Erich Müller, tapi dans son Opel Blitz camouflé par des filets de branches, observait la frappe avec un sourire carnassier.
Ces 3 pelotons, ébranlés par les ruses successives de ce fantôme français, reprenaient du poil de la bête sous le couvert aérien. Gut, die Luftwaffe, jetzt schließen wir die Lücke, murmura-t-il à son radio-opérateur, ordonnant aux rescapés de Weber de se regrouper pour une contre-attaque au sol. Le sergent Riley, accroupi derrière un hérisson tchèque tordu, coordonnait frénétiquement avec les Rangers du 5e bataillon. Son talkie-walkie portatif FG-100 grésillait de voix paniquées. « Ici, Rudder, appui anti-aérien en route, mais tenez bon, les Spitfire britanniques sont à 10 minutes. » Riley cracha un jet de tabac mâché et se tourna vers Pierre. « Laurent, t'es notre as en la manche. Ces Stukas nous clouent au sol. Trouve un moyen de les distraire, ou on finit en chair à pâté. » Pierre, le cœur cognant comme un marteau sur enclume, fouilla ses poches, la carte allemande froissée, une grenade MK2 à moitié vide et le souvenir brûlant de ces 10 secondes qui avaient déjà renversé la donne. La peur le rongeait, pas le héros des films, juste un Lyonnais qui avait vu sa sœur déportée et qui maintenant jouait sa vie sur un fil. Imaginez-vous là, le corps pressé contre la dune, sentant la terre trembler sous les impacts, l'odeur âcre de la cordite se mélangeant à celle de la sueur et du métal chauffé, tandis que les moteurs des Stukas vrombissent si bas que vous pourriez toucher leur train d'atterrissage. Pierre rampa vers un LCVP échoué, sa coque éventrée offrant un abri précaire. À l'intérieur, il repéra un fumigène américain, un AN-M2 blanc et rouge, et une radio de fortune branchée sur la fréquence d'urgence. L'idée surgit comme un éclair, prolonger le bluff, mais cette fois contre l'aviation. Il avait entendu des rumeurs à Alger, des pilotes alliés interceptant les ondes ennemies pour semer la confusion. Ses mains tremblantes activèrent l'appareil, imitant à nouveau l'accent guttural des officiers prussiens. « Luftwaffe, ici Müller au sol. Annulez la frappe, fausse position. Les Alliés ont des flak 88 cachés dans les dunes, risque d'abattage. Retirez-vous vers le sud. C'est un ordre du QG de Rommel. » La voix déformée par les interférences et le bruit des explosions crépita dans les cockpits des Stukas. Le Gruppenkommandeur, un vétéran nommé Hans von Keller, fronça les sourcils dans son jus 87, le manche serré dans ses gants de cuir. Rommel, le feldmarschall en personne. Les rumeurs d'une contre-attaque alliée avec des batteries anti-aériennes Bofors circulaient déjà, et ce message semblait collé. « Verdammt, confirmation !» aboya-t-il à son radio, mais Pierre coupa net, jetant la radio dans l'eau peu profonde du LCVP pour la court-circuiter. 5 secondes critiques, et le doute s'infiltra comme un poison. Les Stukas hésitèrent, leur piqué se faisant moins agressif. Un pilote rompit la formation, virant sud vers Vierville pour vérifier, suivi par 2 autres. Von Keller jura, mais ordonna « Formation brisée, reconnaissez le terrain, évitez les flaques ». Les bombes restantes plurent plus loin, sur le ravin vide, gaspillant leur charge sur des dunes désertes. Au sol, les Rangers saisirent l'instant. Riley hurla « Feu !» et une salve de fusils, Garand et de Thompson répondit, abattant un grenadier allemand qui s'approchait trop près. Pierre, rampant hors de l'épave, visa un Halftrax de KFZ 251 qui redémarrait, son M1 tonnant 2 fois. Le pneu avant éclata, immobilisant le véhicule dans un crissement de chenilles. Jack, bandant sa joue, lança une grenade qui pulvérisa la mitrailleuse MG42 montée, envoyant des éclats mortels vers les occupants. Müller, dans son bunker improvisé, reçut le rapport radio des pilotes. Fausse alerte confirmée, non, mais prudence ordonnée. Sa fureur explosa. « Ce diable de Français, il pirate nos ondes depuis le début !» Il mobilisa personnellement un peloton d'élite, 20 hommes de la 9e compagnie, armés de MP-40, de grenades à anse et d'un canon anti-char PAK-40, tracté par un Kübelwagen, pour une chasse à l'homme. Weber, le lieutenant prussien au visage couturé de Stalingrad, menait la charge, ses yeux brillants d'une vengeance personnelle. « Trouvons ce saboteur, il ne peut pas nous duper éternellement. » Les Allemands avancèrent en tenaille, contournant les dunes par l'ouest, leurs bottes claquant sur les galets, tandis que les derniers Stukas s'éloignaient, leurs sirènes s'estompant dans le grondement des vagues.
Pierre rejoignit le groupe de Riley, haletant, le bras entaillé, saignant à travers son bandage improvisé. Les Rangers sécurisaient le secteur, traînant les blessés vers un point de ravitaillement où des médics de la 2e division appliquaient des garrots et des sulfamides. Eddie, le ranger blessé, grimaça un sourire. « T'as chassé les oiseaux, Français. T'es un sorcier ou quoi ?» Pierre secoua la tête, essuyant la sueur de ses yeux. « Juste un truc de 10 secondes, mais ils reviennent. Et cette fois, ils savent. » Riley tapa son épaule. Radio le QG. Easy Red stabilisé. Le Français a détourné l'aviation. Brèche tenue. Au large, les destroyers USS Karmic et Gleaves pilonnaient les falaises, leurs obus de 5 pouces faisant voler en éclats les nids de mitrailleuses VN-63. Pourtant, le répit était illusoire. Au loin, le Kubelwagen de Müller vrombissait, ses phares occultés balayant les dunes comme des yeux jaunes dans la brume. Weber et ses hommes, une quarantaine au total des 3 pelotons réunis, formaient une ligne serrée, leurs fusils Mauser Kar 98 pointés. Pierre sentit le piège se refermer. Sa ruse avait ouvert la voie pour les Alliés, mais attirait une traque personnelle. Jack le secoua. « On bouge, Pierre. Ils te veulent vivant, mais moi, je préfère te couvrir mort ou vif. » Le soleil déclinait légèrement, jetant des ombres longues sur la plage, et tandis que les premiers jeeps Willy des renforts alliés émergeaient des vagues, un sifflement nouveau perça l'air. Non des bombes, mais des balles traçantes d'un peloton en embuscade. La partie n'était pas finie. Le trompeur devait maintenant survivre à sa propre légende, où Omaha resterait un tombeau. Les balles traçantes zébraient l'air comme des lucioles enragées, sifflant au-dessus des dunes où Pierre et son groupe se terraient, le sable se soulevant en nuages étouffants à chaque impact. Le soleil de l'après-midi, bas sur l'horizon normand, jetait une lumière orangée sur Omaha Beach, transformant les flaques de sang en flaques d'or sombre. Pierre Laurent, le souffle court et le bras pulsant de douleur sous son bandage souillé, pressa son M1 Garand contre son épaule, les yeux rivés sur les silhouettes ennemies qui émergeaient de l'ombre des falaises. Le Kubelwagen du Hauptmann Erich Müller ronronnait au loin, ses phares occultés perçant la brume salée comme des lames, tandis que les 3 pelotons rescapés, une centaine d'hommes hagards de la 351e division, leurs uniformes felgros déchirés et couverts de poussière, formaient une ligne d'assaut implacable. « Contact à 150 mètres, ouest !» aboya le sergent Riley, sa voix rauque couvrant le crépitement des MP-40 qui fauchaient les herbes sèches. Jack Harlan, à genoux près de Pierre, rechargeait sa Thompson d'une main tremblante, l'autre pressée sur sa joue entaillée. « Ils nous ont cernés, Pierre. Ton fantôme radio les a rendus fous. Weber mène la danse et Müller veut ta peau. » Pierre hocha la tête, sentant la sueur couler le long de son dos, collant son uniforme kaki à sa peau. Il n'était pas un tacticien, juste un mécano lyonnais qui avait appris à survivre dans les ruelles sombres de l'occupation, bidouillant des radios clandestines pour la résistance. Mais ici, sur cette plage maudite du 6 juin 1944, ces trucs de 10 secondes étaient devenus une arme, et les Allemands, ces vétérans du front Est, flairaient le loup solitaire qui les avait humiliés. Imaginez-vous là, tapis dans le creux d'une dune, le cœur battant à tout rompre, sentant la vibration des bottes ennemies fouler la terre meuble, l'odeur de la mer se mêlant à celle de la peur acide qui imprègne l'air. Les grenadiers de Weber avançaient en bon cours, leur Mauser Kar 98 pointés, flanqués par le canon PAK 40 qui grinçait sur son attelage, prêt à cracher ses obus de 75 000 sur tout ce qui bougeait. Müller, dans son véhicule, coordonnait par radio « Zerströen und Umzingeln »,« Der Saboteur ist unter ihnen », le français Laurent. Sa voix, amplifiée par les ondes, crépita dans les casques ennemis, semant une détermination farouche. Weber, le lieutenant prussien aux cicatrices de Stalingrad, serrait les dents sous son Stahlhelm. Il avait perdu 15 hommes à cause de ce trompeur, et sa vengeance bouillonnait comme une grenade prête à exploser. Riley fit signe à ses hommes, une dizaine de Rangers du 5e bataillon, épuisés, mais tenaces, leurs Thompsons et barres fumant. On les attire plus près.
Laurent, si t'as un dernier tour dans ton sac, c'est maintenant. Pierre scruta le terrain. Le sentier étroit qu'ils avaient ouvert menait à un promontoire rocheux, vestige des falaises calcaires, où un bunker WN-64 abandonné offrait un abri précaire. Près de là, un Half-Track SDKFZ. 251 Allemands, immobilisés par une grenade précédente, gisaient comme une bête crevée, ses chenilles tordues et sa mitrailleuse MG42 tordue, mais intacte. Une idée jaillit, désespérée, née de ses souvenirs de garage où il réparait des moteurs sous les bombes. Il rampa vers Jack. « Couvre-moi, j'ai besoin de 5 minutes pour un piège. » Tandis que les balles sifflaient, Pierre sprinta en zigzag, le sable éclaboussant ses jambes, vers l'épave du half-track. Les Rangers tirèrent pour le masquer leur rafale. 45 ACP des Thompsons répondant aux MP40 qui labouraient la dune. Un éclat toucha le sol à ses pieds, projetant une gerbe qui lui entailla la botte, mais il plongea sous le châssis, les mains fouillant frénétiquement. Le moteur était encore tiède. Il arracha des câbles, bidouilla le système électrique avec un tournevis pris sur un cadavre proche, un truc appris sur des Renault volés pour la résistance. En 10 secondes, il court-circuita la batterie reliant la MG42 à un détonateur improvisé. Une grenade à anse allemande piquée plus tôt, dont la mèche serait activée par un fil tendu en travers du sentier. Pas une explosion massive, mais un tir automatique fantôme, comme si l'équipage du half-track revivait pour cracher le feu. De retour au groupe, haletant, Pierre expliqua en murmure. « Ça va tirer tout seul quand ils passeront. Je crie l'ordre final, un repli vers les renforts. » Riley plissa les yeux, sceptique mais désespéré. « Si ça foire, on est mort. Allez !» Les Allemands approchaient, une quarantaine en première ligne, leurs bottes claquant en rythme martial. Weber leva le poing, signalant l'assaut. « Vorwärts, nehmen Sie sie lebend !» Le pack 40 tonna, son obus s'écrasant contre un rocher à 20 mètres, projetant des éclats qui firent hurler un ranger. Pierre compta mentalement, 1, 2, 3, et se redressa à demi, sa voix portant comme un clairon dans le vent. « Achtung! Vera im Rücken! Rommel ordonne le repli! Les Alliés percent au VN-64! Rückzug sofort !» Les mots, hurlés avec l'accent guttural imité à la perfection, frappèrent comme un coup de fouet. Weber pivota, les yeux écarquillés. Rommel, le feldmarschall en personne, ordonnant depuis son quartier général à La Roche-Guyon, la panique, accumulée par les ruses précédentes, explosa. Un sous-officier trébucha sur le fil tendu, la MG42 s'éveilla dans un vrombissement infernal, crachant une rafale de 7, 92 mm qui faucha 2 hommes au premier rang, les projetant en arrière dans un balai macabre de sang et de cris. « Feindlich MG, Rückzug !» hurla Weber, croyant à une embuscade alliée massive. Les pelotons se figèrent, puis rompirent. Le premier, 35 rescapés de la 9e compagnie, battit en retraite vers les falaises, abandonnant leur pack 40 dans la poussière. Le deuxième, avec ses half-track, fit demi-tour en panique, les moteurs hurlant tandis que les conducteurs écrasaient les gaz pour fuir vers Virville. Müller, dans son Kübelwagen, bondit dehors, son Luger P08 à la main, mais le chaos l'engloutit. Son radio grésilla de voix affolées. « Hauptmann, les ordres de Rommel, c'est une retraite générale. » Il comprit trop tard le bluff, son visage blêmissant sous la casquette. « Nein, ist wieder der Franzose. » Mais ces hommes, ébranlés par les heures de Dupri, la grenade, les cris, le radio, les Stuka détournés, se débandèrent. Le troisième peloton, en réserve avec ses Panzerfaust, hésita, puis suivit, trébuchant sur les rochers, laissant caisse de munitions et même un mortier Nebelwerfer derrière eux. Une centaine d'Allemands, ces soldats endurcis, fuyaient devant l'ombre d'un seul homme. Pierre retomba à genoux, le souffle rauque, tandis que les Rangers chargeaient, leurs cris victorieux perçant le vacarme. Riley radio le QG. Easy Red prie, les Boches en déroute, crédit à Laurent, le Français qui a dupé l'enfer. Jack tapa l'épaule de Pierre, riant nerveusement. T'as fait plier 3 pelotons avec un fil et un cri. Personne va te croire, mec.
Les Jeeps Willy des renforts alliés, la 29e division d'infanterie, émergeaient enfin des vagues, leurs mitrailleuses. 50 cales montaient prêtes, transformant la plage en un corridor sûr. Au large, le USS Texas tenait une salve triomphale, ses obus de 14 pouces scellant la victoire sur WN-63 et WN-64. Pourtant, alors que Pierre se relevait, un sifflement isolé perça l'euphorie. Un dernier Panzerschreck, lancé par un grenadier isolé de Weber, fusa vers le groupe. L'explosion secoua la dune, projetant du sable et des éclats. Et Pierre sentit une douleur fulgurante à la jambe. Müller, non loin, rechargeait son Luger, ses yeux fixés sur le Français comme un chasseur sur sa proie. La brèche était ouverte. Omaha sauvé pour ce secteur, mais la traque personnelle n'était pas finie. Dans l'ombre des falaises, des ombres allemandes se reformaient, et Pierre sut que son truc de 10 secondes avait un prix. Sa survie et peut-être sa légende, encore contestée par ceux qui l'avaient vue de leurs yeux incrédules. Pierre chancela sous l'impact de l'explosion, la douleur irradiant de sa jambe comme un fer rouge enfoncé dans la chair. Le sable vola en un nuage étouffant et il s'effondra à genoux, son M1 Garand glissant de ses mains engourdies. Autour de lui, les Rangers du 5e bataillon hurlaient des ordres, leur Thompson crachant des rafales pour couvrir le tireur isolé, un grenadier de la 9e compagnie tapi derrière un rocher éboulé, son Panzerschreck fumant encore après le tir. Le sergent Riley plongea pour le traîner en arrière, tandis que Jack Harlan, oubliant sa propre blessure, visa l'assaillant et pressa la détente de sa Thompson, une giclée de 45 ACP, le faucha net, le projetant en arrière dans un jaillissement de feld gros taché de rouge. « Tiens bon, Pierre, les médics arrivent !» grogna Jack, sa voix rauque perçant le vacarme des vagues et des tirs sporadiques. Pierre serra les dents, sentant le sang chaud couler le long de sa cuisse, imprégnant son pantalon kaki. La plage d'Omaha, ce chaos de métal tordu et de corps inertes, semblait enfin basculer. Les Jeeps Willy de la 29e division d'infanterie roulaient maintenant sur le sable durci, leurs mitrailleuses. 50 cales montées, balayant les dernières poches de résistance. Au large, le destroyer USS Karmic ajustait son tir, ses obus de 5 pouces arrosant les falaises, où les bunkers WN-64 s'effondraient en nuages de béton pulvérisé. Mais au milieu de cette victoire naissante, une ombre persistait. Le Hauptmann Erich Müller, ce tacticien prussien aux yeux froids, avançait avec une poignée d'hommes loyaux, son Luger Peserit luisant dans la lumière déclinante. Imaginez-vous là, la jambe en feu, le monde se rétrécissant à cette dune ensanglantée, sentant le sel de la mer se mêler au goût métallique du sang dans votre bouche, tandis que les bottes ennemies claquent plus près, inexorables. Müller, flanqué du lieutenant Klaus Weber et d'une dizaine de grenadiers d'élite, rescapés des 3 pelotons, leurs MP-40 prêtes et leurs Panzerfaust rechargés, contournaient le promontoire rocheux. Weber, le visage couturé de cicatrices, pointa du doigt. « Là, le saboteur français, c'est lui !» Sa voix, un aboiement guttural, porta jusqu'à Pierre, qui releva la tête juste à temps pour voir les Allemands charger, profitant du crépuscule qui enveloppait la plage d'ombres longues. Müller, sa casquette de campagne inclinée, leva son Luger. « Halte, rends-toi, Laurent. Tes ruses sont finies. 3 pelotons pour un seul menteur. Personne ne croira ton histoire, même pas tes alliés. » Pierre rampa en arrière, traînant sa jambe blessée, le souffle haché par la douleur. Les Rangers, dispersés par l'explosion, se regroupaient, mais les balles des MP-40 sifflaient déjà, clouant Riley et Jack derrière un hérisson tchèque. Un éclat avait touché le sergent au bras, et il jurait en texan pur. « Merde, ils nous ont ! Laurent, si t'as un dernier bluff !» Pierre fouilla sa poche de sa main valide, la carte allemande froissée, un éclat de grenade et un sifflet d'officier volé plus tôt sur un cadavre. Son esprit tournoyait. Pas le temps pour un piège élaboré, juste ces fameuses 10 secondes, ce truc simple appris dans les cachots de Lyon, où un cri pouvait sauver une vie ou en coûter 10. Il porta le sifflet à ses lèvres, souffla un tri aigu, imitant l'alerte d'un officier supérieur, et hurla d'une voix brisée mais ferme
Feindliche Verstärkung, Sherman Panzer aus dem Meer, Weber, Müller, repli au QG de Rommel, c'est un ordre. Les mots, amplifiés par l'écho des falaises et le vent marin, frappèrent les assaillants comme un coup de tonnerre. Weber s'arrêta net, son MP-40 baissait une fraction de seconde. Sherman. Des chars M4 amphibies émergeant des vagues. Les rumeurs d'une flotte alliée massive circulaient depuis l'aube, et ce sifflet, si proche d'un signal prussien authentique, sema le doute fatal. Müller pivota, ses jumelles Seyss tombant de sa main. « Was? Aus dem Meer? Nein !» C'est impossible. Mais au même instant, comme pour valider le mensonge, les premiers chars DD, ces duplex drive légers de la 741e compagnie de chars amphibies, touchaient le rivage à Easy Red, leurs canons de 75 mm pivotant avec un grondement hydraulique. Les jeeps Willys alignés ouvraient le feu en soutien leur 50 cales tonnant en chœur. Les Allemands, déjà ébranlés par des heures de duperie, la grenade volée, les cris fantômes, le radio piraté, les Stuka détournés, craquèrent. Weber hurla un ordre contradictoire. « Rückzug, les Panzers !» Ces hommes, une vingtaine hagards, firent demi-tour, trébuchant dans le sable, abandonnant leur Panzerfaust et leur caisse de munitions 9 mm pour les MP-40. Müller, isolé au milieu du chaos, leva son Luger vers Pierre, les yeux flamboyants de rage. « Toi, tu as ruiné ma défense !» Mais une rafale de Thompson de Jack le toucha à l'épaule, le projetant au sol. Weber, couvrant la retraite de ses rescapés, tira une dernière salve au hasard avant de disparaître dans les ombres des dunes, fuyant vers l'intérieur des terres où la 352e division se repliait en désordre. Les 3 pelotons, ces 100 hommes d'élite censés tenir la ligne côtière, étaient brisés, non par une armée, mais par les ruses d'un seul soldat français, un mécano de 28 ans qui avait transformé 10 secondes de mensonge en victoire. Les Rangers chargèrent, sécurisant le secteur, tandis que des médics de la 2e division d'infanterie accouraient avec des brancards et des kits de morphine. Pierre fut soulevé. Sa jambe pansait sommairement, la douleur estompée par l'adrénaline qui s'estompait. Jack, assis près de lui, alluma une cigarette Lucky Strike. « T'as fait l'impossible, Pierre. 3 pelotons en fuite, avec un sifflet et un cri. Mais bon sang, qui va gober ça ?» Riley, le bras en écharpe, radio le QG du 116e régiment, Easy Red consolidé. Le Français Laurent a forcé la retraite ennemie. Demandé extraction pour héros. Au loin, les premiers signes de la marée haute emportèrent les corps et les débris, tandis que les avions alliés, des P-47 Thunderbolt du 9e escadron de chasse, patrouillaient le ciel, chassant les derniers Stuka. Des heures plus tard, évacué vers un hôpital de campagne près de Vierville, Pierre gisait sur une civière, la morphine voilant le monde en brume. Le lieutenant-colonel James Rudder en personne, descendu des falaises conquises, s'approcha, son visage buriné par l'effort. « Laurent, tes actions ont sauvé des centaines. La brèche d'Easy Red est ouverte grâce à toi. » Mais même lui haussa un sourcil. « Duper 3 pelotons avec des bluffs vocaux, ça sonne comme une fable de bar ?» Pierre esquissa un sourire faible. Sentant le poids du doute, ses camarades du 116e, interrogés plus tard, riaient nerveusement. Un seul gars, contre une centaine, c'est du cinéma hollywoodien. Jack, à son chevet, secoua la tête. Personne ne l'a cru, Pierre. Pas au début. Mais Omaha est à nous, et ton truc de 10 secondes y est pour beaucoup. Les conséquences s'étendirent comme des vagues. La 352e division, affaiblie, recula vers Saint-Lô, permettant aux Alliés de consolider la tête de pont normande. Müller fut capturé 2 jours plus tard, lors d'une contre-offensive ratée, et Weber, promu malgré l'humiliation, fut tué à Falaise en août. Pierre, décoré de la Silver Star pour ingéniosité sous feu, rentra en France libéré, mais son histoire resta un murmure sceptique, un mythe chuchoté dans les vétérans halls, où les rires fusaient « un Français avec un sifflet » contre Rommel's Boys. Pourtant, dans les archives du 116e, un rapport discret note « Soldat Laurent, ruse critique, 6 juin 1944 ».
Et Pierre, vieilli à Lyon, racontait parfois à ses petits-enfants, les yeux dans le vague. C'était juste 10 secondes, le temps de crier et le monde changeait. Mais au fond, il savait, la guerre n'était pas faite que de héros, elle était faite d'hommes ordinaires et de mensonges qui sauvaient des vies. Omaha, ce jour-là, en fut la preuve éternelle.